qui a dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. » Alors certains vont dire « Mais c'est Adenauer, Paul-Henri Spaak, De Gaulle, etc. » Eh bien non. La réponse, c'est le général Dwight Eisenhower, américain, qui était commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe en 1951, cette déclaration, avant d'être élu en 1952 président des États-Unis d'Amérique. Le général en chef des armées américaines en Europe dit « Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons ». De la même façon, qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Qui a dit « Je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie ». Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. La personne qui a dit ça, c'est pas du tout un Européen. Il s'agit du président William Clinton, président des États-Unis, dans une conférence de presse à Ankara, capitale turque, le 15 novembre 1999, et Bill Clinton disant « Je continuerai à m'en faire l'avocat ». Qui est-ce qui a dit toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux, doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté et la même chance de rejoindre les institutions européennes. Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Normalement, si l'Union européenne avait un peu de sens, c'est une déclaration qui aurait peut-être pu être faite par le président de la République française, chancelier d'Allemagne ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. La personne qui a fait cette déclaration, c'est le président américain George W. Bush, président des États-Unis, dans son discours à l'université de Varsovie le 15 juin 2001. Et d'ailleurs, insistant en disant « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie ». Donc, si nous avons procédé à l'élargissement des pays de l'Est très, très rapidement, 10 pays nouveaux d'un coup en 2004, en 2005, et 2 autres nouveaux pays en 2007, la Bulgarie et la Roumanie, c'est parce que les États-Unis l'ont exigé. Qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne en 2005 ? Qui a dit « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante ». Eh bien, la réponse, il s'agit de Madame Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État américaine, donc ministre des Affaires étrangères américaine, interrogée sur le référendum en France. Elle a piétiné tous les usages diplomatiques, puisqu'elle a fait cette déclaration qui est une ingérence grossière dans les affaires intérieures françaises, et elle l'a fait de surcroît alors qu'elle était en visite en Lituanie, c'était le 21 avril 2005, à l'issue d'un entretien avec le président lituanien, M. Adam Kūs. Donc on voit bien que dans tous les cas de figure, ce sont bien les États-Unis qui définissent quel doit être le périmètre de l'Union européenne, qui font entrer des pays qu'ils estiment devoir faire entrer, etc., etc. En fait, je ne fais presque que enfoncer des portes ouvertes pour des gens qui ont plus de 60 ou 70 ans actuellement. Mais malheureusement, pour tous les Français qui sont nés, disons, à partir de 1955 ou 60, eh bien, on ne leur a jamais dit la vérité, pourtant qui a été révélée de façon irréfutable désormais par cette révélation cachée aux Français dans un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000. C'est quoi le Daily Telegraph ? C'est un des plus grands journaux du monde, un des journaux les plus sérieux. C'est The Britain's Biggest Selling Quality Daily, ça veut dire le quotidien de qualité le plus vendu au Royaume-Uni. Vous savez que les Britanniques lisent beaucoup la presse. C'est pas du tout un tabloïd, c'est pas de la presse de caniveau, comme on dit. C'est un journal conservateur eurocritique qui a une qualité reconnue à peu près à l'égale du Times. Le journaliste, qui est un des journalistes les plus célèbres du Royaume-Uni, a fait un article sensationnel qui s'appelle Ambrose Evans Pritchard, le journaliste en question, puisqu'il est allé mettre son nez dans les documents confidentiels défense, secrets d'État, du gouvernement américain qui ont été déclassifiés par l'administration américaine à l'été 2000, puisqu'il y a des lois de déclassification des documents secrets défense qui imposent au gouvernement américain de publier, au bout de 30 ans, des documents secrets. Des documents secrets du gouvernement américain
qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'ACUE, ACUE, c'est un acronyme pour American Committee for United Europe, Comité américain pour une Europe unie, ce qui est déjà tout un programme en soi, provenait des fondations Ford et Rockefeller, c'est-à-dire des fondations privées. Parce que les interventions des services secrets américains comme la CIA transitent souvent sous des faux noms ou des paravents privés comme Fondation Ford et Rockefeller. De nos jours, il y a toujours Ford, Rockefeller, mais il y a aussi IBM, Microsoft, PricewaterhouseCoopers, etc., ou Boeing, ou UPS, qui sont des sociétés écrans qui permettent de donner, par exemple, de faire des fondations qui donnent de l'argent à tel ou tel club de réflexion pro-européen, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui sont en réalité, en partie, en tout cas en parfaite connivence avec les services d'influence américains. Donc l'argent de l'ACUE provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe, donc du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne à l'époque, qui s'appelle Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, camouflée, l'objectif d'une union monétaire européenne. C'est très important à comprendre. Hein. Excusez-moi, ce sont des informations sensationnelles. L'euro, notre monnaie commune européenne, n'a pas du tout été une invention française ou franco-allemande ou même européenne. Ça fait depuis 1965. Ça fait 47 ans que les États-Unis ont conseillé à la CE de créer une union monétaire européenne. Et cette note recommande, je cite non seulement l'article, mais l'article cite lui-même la note en question, cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Les États-Unis, c'est Geert Rundestad qui parle en 2005, c'est-à-dire donc 7 ans avant l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Les États-Unis ont promu l'intégration européenne beaucoup plus fortement que les Européens ne l'ont fait eux-mêmes. Il est très inhabituel pour une puissance hégémonique, pour user d'un terme de la science politique, d'essayer vraiment de bâtir un second centre, si vous voulez, à l'intérieur même de sa sphère d'influence. Mais c'est clairement ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique depuis de nombreuses décennies. Les États-Unis avaient des raisons très puissantes pour promouvoir l'intégration européenne. Il s'agissait d'étendre le modèle américain. C'est la façon dont les États-Unis sont organisés, et c'est donc la façon dont ils ont pensé que l'Europe devait être organisée. Un système fédéral d'entités beaucoup plus importantes. Si les États-Unis poussent à la construction européenne, c'est évidemment que ça les sert.